Bonjour à tous et bienvenue. La bataille pour le renouvellement des instances dirigeantes de la Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, la MUGEPSI, est lancée. Et les enjeux sont nombreux, décryptage dans ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose les explications de Sédou Ouattara sur la MUGEPSI. La Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire est créée en 1973 sous la forme d'une direction du ministère de la fonction publique. En octobre 1989, à la demande générale des syndicats de fonctionnaires, l'État ivoirien se désengage de la gestion de la MUGEPSI et confie celle-ci aux fonctionnaires. Au fil du temps, la MUGEPSI se donne pour mission essentielle de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres et de leurs familles au moyen d'un système d'entraide et de solidarité tendant à réparer les risques sociaux. Cependant, elle connaîtra de graves crises liées à la gestion de l'organe parce que les dirigeants successifs auront du mal à céder pacifiquement les rênes de cet outil. L'État sera donc contraint de mettre la gestion de la MUGEPSI sous tutelle et de suspendre les organes dirigeants de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État pour mettre fin à une situation anormale. La date du 11 décembre 2021 apparaît ainsi comme un espoir de mettre fin à des années de souffrance des mutualistes. Ces élections représentent le changement véritable. Les enjeux de la prochaine élection de la MUGEPSI sont énormes. Ils sont nombreux. Ces fonctionnaires ivoiriens qui aspirent à des changements au sommet de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Mise sous tutelle après plusieurs années de crise et un épisode électoral mouvementé, c'est en 2013 que la MUGEPSI va connaître un retour à la normale avec la mise en œuvre de la réglementation communautaire de l'UEMOA. Après l'élection en 2013 de Mamadou Soro comme PCA, suivra celle de Mesma Komoé en 2017. La mission de la MUGEPSI est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres et de leurs ayants droit au moyen d'un système d'entraide et de la solidarité tendant à couvrir les risques sociaux. Première mutuelle de Côte d'Ivoire avec plus de 350 000 adhérents, la MUGEPSI va procéder au renouvellement des instances dirigeantes pour la mandature 2021-2025. Alors quels sont les enjeux de cette élection? Quel avenir pour la MUGEPSI? On en parle avec mes confrères. Félix Boni, journaliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et marquez-vous, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fatim. Alors messieurs, anciennement appelée la MUGEFA, la MUGEPSI va connaître plusieurs mutations, on l'a dit dans l'élément et dans l'introduction. Pouvez-vous rapidement nous rappeler lesquelles? Marquez-vous, allez-y. Donc on dira déjà depuis l'origine même de la MUGEPSI, qui était un organe contrôlé par l'État, avec le ministère de l'Intérieur. Et donc, comme tu l'as rappelé tout à l'heure dans le mois, avec l'évolution, il y a eu forcément des mutations. Les enjeux devenaient plus importants et tout. Donc, il y a eu un moment, ce qu'on pourrait appeler des blocages de gestion, au point où l'État a laissé la gestion libre aux fonctionnaires eux-mêmes. Et comme ça, il y a eu la rencontre de 2012 à Yamoussoukro, qui a posé vraiment les bases de ce que nous voyons maintenant avec le système des délégués et tout, mais c'était pour répondre aux normes exigées par l'UEMOA, qu'ils appellent la loi 7, je crois, de l'UEMOA. Donc c'était pour répondre, et surtout qu'il fallait mettre en place un dispositif de contrôle même de la gestion de la mutualité. Donc voilà un peu comment les choses ont évolué. Sachant qu'effectivement, à l'origine, en tout cas, les soins étaient gratuits pour les fonctionnaires ivoiriens, sous Houphouët-Boigny. Absolument. À l'origine, c'était le devoir de l'État de prendre soin de ses agents, des agents de la fonction publique. Et finalement, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on est dans une mutuelle censée prendre en main, c'est-à-dire les adhérents, les concernés sont censés prendre en main leur propre santé, leur propre situation, mais malheureusement, c'est devenu un véritable panier à crabe. J'ai toute coutume de dire qu'on a notre devise qui dit union, discipline, travail, mais la discipline en Côte d'Ivoire parfois laisse à désirer. Ben justement, sans faire de lien de causalité, mais la particularité de la MUGEPSI, c'est qu'elle est gérée par des syndicats. Quel est leur rôle exact dans cette gestion? Bon, on va dire, dans cette gestion, en fait,
dans la gestion quotidienne, dans l'opérationnel, ce ne sont pas les syndicats qu'on voit. Mais par derrière, il y a des syndicats. Parce que quand on parle des délégués, au niveau des différents corps professionnels, de tout pour arriver à l'élection d'un président conseil d'administration, le vrai travail se fait par derrière, par les syndicats. Mais dans l'opérationnel, on voit un conseil d'administration de 10 membres qui gère avec un directeur général nommé qui gère vraiment l'opérationnel. Mais je veux dire, les syndicats se battent pour le contrôle même de la mutuelle. Mais ça se fait de façon, je dirais, voilée. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que c'est voilé maintenant? C'est de visu maintenant. En fait, ça va de soi parce que quelle est la mission d'un syndicat? C'est se battre pour le bien-être des travailleurs. Donc, c'est normal que les syndicats s'intéressent à la MUJFC qui a pour mission le bien-être, l'entraide, la solidarité. Par contre, quand bien même des syndicats n'ont pas pour but de gérer le volet santé et le côté social des travailleurs, tout le monde se bat aujourd'hui pour contrôler la MUJFC qui est devenue quand même une machine à sous. On va en parler. Bien compte que voilà, tout le monde se bat, l'argent commence à créer Mais on va en parler. Alors, cette mutuelle, on précise, est obligatoire pour tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 200 000, mais on dénombre plus de 300 000, 350 000 adhérents, puisqu'il y a aussi les retraités, les anciens. Les retraités. Voilà, donc c'est le 8e collège professionnel dedans. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un décalage entre le nombre d'adhérents et le nombre de fonctionnaires dans le pays. Que fait finalement la MUJFC pour ses adhérents? On sait que c'est une mutuelle, donc on imagine que c'est lié aux soins, principalement. Aux soins, voilà. C'est la priorité. Donc la première mission de la MUJFC, c'est d'assurer les soins médicaux de ses adhérents. À l'origine, c'était, comme on le disait de façon triviale, la mutuelle, c'était à la pharmacie, juste prendre des médicaments. Oui. Les gens sont allés un peu plus loin. Aujourd'hui, vous avez un réseau de pharmacies, vous avez un réseau de médecins prescripteurs, vous avez un réseau d'ophtalmologues. Même des hôpitaux, j'ai cru comprendre. Des hôpitaux, dédiés, des cliniques. Consacrés aux fonctionnaires. Voilà, aux fonctionnaires. On a même vraiment un réseau important aujourd'hui qui couvre le territoire. Donc, et ils sont, je crois, pris en charge à hauteur de 70% par la mutuelle des soins. Les frais, je crois que le tiers payant est de 30% pour... 30% qui est payé par l'adhérent, oui. Mais en plus de ça, la MUJFC maintenant a aussi une sorte de banque qui permet de faire des crédits pour les fonctionnaires. Oui, au-delà de la santé, la MUJFC maintenant se comporte un peu comme une banque et même va, au niveau des actions sociales, même prend en compte l'éducation, c'est-à-dire des adhérents qui peuvent cotiser pour qu'au cas où ils auraient des difficultés, les enfants puissent continuer la scolarisation. C'est-à-dire qu'ils ont diversifié les produits. C'est vraiment bien pour que le fonctionnaire puisse bien se sentir si la maison est gérée de façon plus rigoureuse et que les initiatives prises soient vraiment au profit des adhérents. En fait, je voulais préciser que l'idée même de la microfinance était d'aider les fonctionnaires à sortir des griffes des usuries qu'on appelle communément margouillas. Tout à fait. Parce que le constat était que nombre de fonctionnaires n'arrivaient pas à joindre les deux bouts à cause des margouillas. Du coup, la MUJFC a pensé un dispositif mis en place qui leur permet de faire des prêts à des taux vraiment négligeables, avec un temps de remboursement qui permet aux fonctionnaires naturellement de souffler. Donc c'est un peu ça le volet social en fait. Donc il y a un apport véritable pour les fonctionnaires, en tout cas à travers les différents exemples que vous venez de citer. Mais les fonctionnaires affirment qu'ils peinent à se soigner, des prestations censées être prises en charge par l'assurance ne le sont plus, et avec la généralisation, on va en parler, de la couverture maladie universelle, l'arrimage MUJFC, CMU ne plaît pas à tout le monde et est assez compliqué aussi. Quel est finalement le bilan de cette mutuelle à la veille du renouvellement de ces instances dirigeantes ? Beaucoup se plaignent de la MUJFC. Si elle n'était pas obligatoire déjà, vous pensez qu'elle aurait autant d'adhérents ? Oh, mais... Si ça joue dans la balance? Oui. Bon, si elle n'était pas obligatoire, c'est sûr qu'elle n'aurait pas autant d'adhérents parce que nous avons le choix, du moins les fonctionnaires ont le choix même des assurances. Oui, mais si c'était une mutuelle plébiscitée par les fonctionnaires, peut-être qu'elle aurait pu conserver son rôle de leader. À l'origine, oui, par rapport à sa mission première. Mais quel est son bilan finalement? Quel est son bilan? Parce qu'il y a beaucoup de contestations dans ces prestations. En fait, moi je vais dire, en termes de bilan, on ne va pas peut-être nous exercer à faire le bilan peut-être de l'équipe sortante. Mais ce qui nous donne de voir est que la MUJFC fonctionne. La MUJFC fonctionne, les fonctionnaires, les actes sont
sont prises en charge. Il y a même des pharmacies, il y a même eu un renforcement du réseau de pharmacies avec la MUGEPSI. Ça, c'est des choses qui sont sûres. Mais Fatim, je veux dire, ne nous perdons pas souvent dans des critiques autour de ces choses-là. Au-delà de ces critiques, il faut voir souvent l'enjeu financier. Oui. Tout le monde promet mon éveil aux fonctionnaires. Oui, c'est beau, c'est beau. Mais il y a le non-dit, en fait. Parce que quand on parle des enjeux colossaux au niveau de la MUGEPSI, il ne faut pas oublier que MUGEPSI, c'est quand même beaucoup de milliards à gérer quand même. Mais effectivement, plus de 58 milliards. Sur le bilan, vous pensez aussi qu'on leur fait trop de procès d'intention? Non. Où il y a des critiques fondées? Pas trop de procès d'intention, il y a des critiques fondées. La MUGEPSI, c'est bientôt un demi-siècle d'existence. Et je crois qu'ils ne devraient pas fêter leurs 50 ans, leurs cinquantenaires dans une telle ambiance parce qu'il y a beaucoup de critiques au niveau des fonctionnaires. Vous voyez, il y a beaucoup de produits. Initialement, c'était une cotisation pour que les gens puissent avoir accès aux médicaments. Mais vous verrez par exemple qu'il y a un produit, un nouveau qui vient Ivoire Pharma, qui devient Ivoire Pharma Plus. Et il faut de nouvelles cotisations. Finalement, le petit salaire du fonctionnaire, il est obligé de cotiser encore davantage pour avoir accès à un certain type de médicaments. Alors qu'initialement, la cotisation de base ne lui permet plus d'avoir accès à un certain type de médicaments. Et tout ça, ce sont des goulots d'étranglement qui font que, et même au niveau des bons de MUGEPSI, le fonctionnement, même les week-ends, la MUGEPSI, le week-end, lorsqu'un fonctionnaire est malade ou un membre de sa famille qui est malade, n'a pas accès à des soins. Tout ça, ça veut dire que le bilan n'est pas encore positif. Il est mitigé. Il est mitigé. Avec une assurance au privé, que ce soit 24 heures sur 24. Si vous faites un accident, un sociétaire de la MUGEPSI qui fait un accident le week-end, mais il va falloir attendre le lundi pour avoir les moyens pour se soigner. Tout ça, c'est compliqué. Je crois que le bilan n'est pas aussi positif parce que les gens, ils voient l'enjeu financier et finalement, le travail réel pour qu'il y ait un impact sur les adhérents n'est pas réellement fait. Ben justement, on va s'intéresser d'abord à l'élection et puis à cet enjeu financier. Et le mode opératoire de ces élections est complexe. Monsieur, on a échangé régulièrement avant cette émission et on est tous tombés d'accord sur la complexité de ce scrutin. Vraiment, un chat pourrait y perdre ses petits. Maintenant, contrairement aux idées reçues, ce samedi, on ne va pas connaître le nom du PCA. Il y a d'abord plusieurs étapes. On va les expliquer clairement aux téléspectateurs et aux fonctionnaires qui nous suivent. Là, le rendez-vous de demain, c'est pour élire d'abord des délégués. Le rendez-vous de demain, c'est pour élire des délégués. Il y a 300 délégués à élire. En fait, tout est parti de 2012, à la rencontre de Yamoussoukro. Les fonctionnaires eux-mêmes se sont assis. Ils ont désigné, ils se sont donné un nombre de délégués par région. Ils en ont une trentaine, je crois, 36 régions et districts. Et les délégués qui doivent être élus, en fait, les 300, sont élus sur toute l'étendue du territoire. Mais en même temps, les délégués comprennent les 8 corps de métiers qui sont répertoriés. C'est-à-dire des métiers d'enseignants les plus nombreux. Oui, la santé. Voilà, la santé jusqu'aux retraités. Et donc, en ayant désigné le nombre de délégués par région, vous avez par exemple Abidjan qui a le plus grand nombre de délégués, il en a je crois 91. Vous avez l'Agnébi-Tiassa qui en a 12. Bon, c'est eux-mêmes qui ont désigné. Il y a des régions où il y a par exemple un délégué. Et donc le truc c'est quoi? C'est que chaque candidat, ou du moins chaque liste, chaque équipe, s'arrange à avoir le nombre de délégués demandés par région. Oui. Je dis, par exemple, l'Agnébi, chacun de nous à une liste. Oui. Quand on avait les 7 candidats, nous arrangeons à retrouver chacun des membres des collèges exigés, les 7 candidats. Donc, lorsque les gens font le vote de samedi, c'est pour déjà voter, comment on appelle ça, la liste que nous proposons. Et il aura, je crois, 292, je crois. Non, 242 délégués civils. 242 délégués civils qui seront votés samedi. Oui. Et les 58 de l'armée, la gendarmerie et la police seront désignés par leur hiérarchie qui compléteront à 300 délégués. C'est ça. Et donc, les 300 délégués élus ont un rôle de grands électeurs. C'est ça. Ce sont les 300 qui, à l'intérieur, vont élire les 10 membres du conseil d'administration, c'est ça. Lesquels vont élire le président du conseil d'administration. Et les 300 élisent en même temps le président, du moins les 3 membres du comité de contrôle. Alors, c'est 2 instances qui sont élues. Pour être bien clair, effectivement, là, on a, si j'ai bien compris, 1500 candidats potentiels. Oui. Demain, on va en élire 300, donc 242 civils. Les autres, c'est la police, l'armée et la gendarmerie et autres.
Le conseil d'administration sera convoqué 15 jours avant l'élection du 25 janvier. Oui. Les 10 délégués du conseil d'administration seront connus et ces derniers vont voter, élire le PCA. Alors, ce qui est étonnant, messieurs, vous le savez mieux que moi, on a tenté de recevoir 5 candidats dont on parle régulièrement. Hein, je vais les citer nommément pour qu'on comprenne. Et avec vos explications, on se demande finalement quelle était la légitimité quelle est la légitimité de leur parole, puisque pour l'instant, ils ne sont même pas candidats. Ils sont au même stade que les 1500, les 1500 prétendants. Exact. Mais pourtant, tout le monde nous a parlé régulièrement de M. Zadi Nyanya Théodore, Nyobo Paul, Abonga Jean-Yves Koutouan, Karim Diakité Jean-Baptiste et Kamara Mam Assetou. Alors, vous voyez, c'est un système de démocratie très complexe à l'américaine. Il faut élire les grands délégués, les grands électeurs pour élire le président, et tout ça. Et donc, c'est pareil, un peu copié sur le système américain qui a habituellement, lorsqu'il y a des élections aux États-Unis, on voit le candidat des démocrates et le candidat des républicains, mais on ignore qu'il y a assez de candidats inconnus. C'est le même système. Donc, c'est les plus connus qu'on voit. Les têtes de liste, un peu. Ce n'est pas forcément des têtes de liste, c'est les plus connus, ceux qui ont milité à la tête de syndicats, qui ont été quand même, qui ont une certaine réputation. C'est eux qui ont... Sinon, même parmi ceux que vous avez cités là, il y en a qui sont à l'intérieur. Quand vous prenez Abonga, c'est une liste de l'intérieur, c'est même pas une liste d'Abidjan. Dans ceux qui sont à Abidjan, qui ont les moyens, les médias, pour pouvoir s'exprimer, sont plus vus, mais il y a autant de candidats que possible. Et c'est à partir de demain, et lorsqu'on va lire les 10 délégués, les 10 membres du conseil d'administration, on verra clairement qui sont ceux qui sont réellement en bonne posture pour la présidente du conseil d'administration. Alors, un mot sur les noms que j'ai cités. On sait que Mme Kamara est un peu le dauphin du bureau sortant, en tout cas du PCA sortant. On a M. Zadi Nyanya, qui est quand même connu, peut-être l'un des plus connus, qui est fonctionnaire depuis des années. Et on a vu, avec des batailles avec l'État par rapport au statut des fonctionnaires. On a M. Nyobo Paul, qui vient d'être... on va dire, sa candidature est remise en cause. Bon, parlez-nous un peu de ce qui se passe sur le terrain actuellement, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de contestations. Et parlez-nous d'abord des candidats et vous nous parlerez des contestations sur le terrain. Oh, des candidats, on va dire, comme tu dis si bien... avec des guillemets, hein. Oui, donc ça, c'est... on ne va pas s'amuser à cela. En fait, les candidats, chacun vient avec sa machine. C'est vrai même qu'ils ne sont pas encore candidats, ils sont tête de liste, on le dirait. Contrairement à ce que mon ami Boni dit tout à l'heure, on peut les appeler déjà tête de liste, parce que c'est eux qui portent un peu leurs idées. S'ils ont la chance de maîtriser le collège électoral, c'est sûr que, un d'eux sortira là. Oui, personne d'autre peut émerger. Hein. Voilà, pour le moment, c'est d'abord le coup des grands électeurs. Oui. Je pense que chacun va avec sa chance. Oui. Mais on a pour la première fois, par exemple, une dame qui arrive qui cherche à briguer le conseil d'administration. Elle était vice-présidente, je crois, deuxième vice-présidente. Du bureau sortant. Oui. Elle est la candidate du bureau sortant. J'en discutais avec des amis, elle est la première femme à briguer. En plus, elle est, je crois, la première personne du corps médical. Généralement, c'est les enseignants. Quand on prend les noms, il y a eu plus d'enseignants qui sont... Comme PCA, c'est ça? Oui, comme PCA. Il y a eu Soro, les plus derniers Soro, Mesmer, ouais. Tout ça, ce sont des enseignants. D'accord. Bon, donc, Zadi, par exemple, qui cherche à entrer, c'est des gens qui connaissent bien la chose pour avoir été des syndicalistes. Donc, je pense que chacun vient avec ses chances. Et puis... on verra vraiment, je n'ai pas envie d'entrer dans certains développements parce que je ne suis pas porteur de la voix d'un candidat ou d'un groupe. Je comprends. Mais voilà, je pense que chacun, avec ses arguments, pourra... Alors, parlons du budget, vous l'avez dit, hein, on va parler du nerf de la guerre, l'argent. Et le budget annuel de la MUGEFSI est de 38 milliards de francs CFA par an. La loi autorise les dirigeants à prendre jusqu'à 20% de ce budget pour le fonctionnement de la mutuelle, soit autour de 8 milliards quand même. Ce sont des sommes astronomiques. Hein. Le reste étant dédié aux prestations et c'est la masse salariale qui engouffre finalement l'essentiel. Messieurs, sans faire de procès d'intention, est-ce que ces milliards attisent la convoitise? Bien évidemment. Vous verrez que des gens rendent très pauvres.
J'ai intégré à la MUJFC en sorte bien noté. Ils y rentrent avec la forme filiforme de Boni, ils en sortent comme Marc et vous. Ça, c'est donc c'est avant, après. C'est la version vous devez en sortir alors. Que l'agence attire les convoitises et toutes les contestations qu'on a actuellement, c'est bien évidemment l'argent, le nerf de la guerre. Et cela fait que la MUJFC est devenue aujourd'hui j'allais dire la cible privilégiée de tous les syndicats. Quand vous voyez quelqu'un créer un syndicat, son objectif c'est d'atterrir à la MUJFC, finir à la MUJFC. Et ça crée un problème. Et ça pose un gros problème par rapport à ce que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui, les problèmes de gouvernance. Moi, je dis qu'il faut que tout le monde porte un regard sur des structures comme la MUJFC parce que c'est des gens qui travaillent pour la masse. Et à un moment donné, lorsqu'ils ne font pas bien leur travail, qu'ils sont là pour juste de l'argent, les populations qui ne sont pas bénéficiaires, qui sont bénéficiaires et qui ne voient pas ce qui se passe, ont l'impression que l'État ne fait rien pour eux. C'est pourquoi les ministères impliqués, la santé, la fonction publique, je dirais même que les structures de bonne gouvernance comme le secrétariat à la bonne gouvernance doivent avoir un regard sur la gestion de ces sommes atomiques et même la gestion de ces élections pour qu'il y ait une sorte de transparence pour permettre à des gens qui vont venir d'avoir un programme bien précis, une gestion bien saine. Et pourquoi pas, la MUJFC, on ne connaît même pas le salaire du PCA. Il faut définir le salaire du PCA. Là, certains candidats, j'ai cru comprendre, proposent de réduire le train de vie, justement. Tout ça commence par des militaires au cours d'une assemblée générale. Peut-être leur imposer le système. Il faut baliser. Marc, il faut baliser par exemple en disant qu'il faut déclarer les biens de tous ceux qui arrivent à la tête de la mutuelle, comme ça se fait au niveau allez-y. Je voulais même aller un peu plus loin. Je dénonce un peu, je ne dirais pas le laisser aller, mais entre griffes de l'État, c'est-à-dire cette liberté de gestion de la mutuelle. Nous avons un exemple, il y a juste quelques années en arrière, dans la filière café-cacao. C'est ce que j'allais dire. Quand on a pris le risque de libéraliser, de demander aux planteurs de gérer leur affaire, on a vu ce que ça a donné. Absolument. Alors qu'on sait que cette production-là, à partir du DUS, le DUS qui est prélevé dessus, sert à faire toutes sortes d'investissements dans le pays. L'État a laissé, on a vu ce qui s'est passé. Ils se sont tous retrouvés en prison. Aujourd'hui, chacun a pris sa manne et puis bon, il s'est assis. Absolument. Je pense que l'État, même en voulant faire confiance aux fonctionnaires, mais il faut mettre en place un dispositif de contrôle rigoureux. Mais justement, parlons de ce dispositif de contrôle. Parce que quand on écoute leurs explications, puisque finalement j'ai écouté toutes les parties et ceux qui ont la gestion de ces élections, on nous dit, je demandais s'il y avait un système de contrôle, on nous dit oui, bien sûr, mais les gens disent que cette instance de contrôle est inféodée au PCA. Voilà. Puisque les tissus, ils sont issus de son bureau. Absolument. Donc c'est quoi? C'est un conflit d'intérêts évident? Je voulais, par exemple... Du coup, il n'y a pas de contrôle quand on est inféodé à celui qui dirige. Bon, ce sont leurs termes. Ça devient une maison ça devient un groupe venu manger en griffe. Le verbe le plus conjugué en Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est dernier. Quand par exemple, Fatim, on dit que il faut consacrer 80% du budget, comme on appelle ça, aux prestations. Mais ça, c'est lui et moi qui l'impose. Oui. Mais dans les actes, essayons peut-être de comprendre. Est-ce que les gens utilisent vraiment les 80%? Mais la question se pose avec la CMU. Voilà. En essayant de comprendre cet arrimage, on se rend compte que finalement, c'est complexe et ça pose question. Mais la CMU, c'est 900 millions que la MUJFC injecte dans la CMU. Mais en retour, l'État, qui est la structure patronale, verse 500 millions. Voilà, mais les cotisations, les cotisations augmentent et on demande de payer 10 000 francs en plus pour avoir une carte intelligente. Non, mais en fait, l'arrimage n'augmente pas réellement les cotisations puisque l'État supporte déjà. Ouais. Oui, mais on nous explique, encore une fois, tous les protagonistes qu'on a eu au téléphone nous expliquent que l'arrimage, il y a cette somme de 900 millions, voilà, et que finalement, puisque la CMU, si elle rentrait comme elle est actuellement en fonction, il devrait plus avoir de MUJFC, puisque c'est la CMU qui est obligatoire. Non, bien au contraire. Je dis bien au contraire. Non, la MUJFC a sa place. Parce que la CMU, je dirais, comme on le dit, la CMU ne s'occupe
en fait, n'intervient juste au premier degré, en fait. Oui. Tout à fait. Et tout ce qui va au-delà est pris en compte par la MUGEFSI. La Donc, MUGEFSI, c'est comme les autres existe. assurances. Et toutes Voilà, les comme assurances autres en Côte d'Ivoire sont arrimées à la CMU. Ça ne devait pas poser problème. Ça ne devait Mais logiquement pas poser pourquoi ça pose problème au sein de la MUGEFSI? Ça pose problème au sein de la MUGEFSI quand les dirigeants veulent expliquer leur mauvaise gestion par l'image de la CMU. La CMU, c'est 900 millions, mais en retour, l'État donne 500 millions. Il faudra aussi prendre en compte cela. Alors, le processus électoral est à peine commencé, que l'on voit des contestations se multiplier. Je vous ai dit tout à l'heure des candidats désavoués, la logistique critiquée, on a dit qu'il n'y a pas assez de bureaux à Abidjan et autres. Que se passe-t-il exactement sur le terrain? Quels sont les retours dont vous disposez? Parce qu'on a l'impression que ça a mal commencé. Hein? C'est des bonnes guerres, ils sont en campagne, c'est des bonnes guerres. Plus on arrive à éliminer certains candidats, on réduit la liste, elle devient encore plus short et puis on a plus d'avantages, j'avais dit plus de chances d'être élu. Vous voyez que le bureau sortant a, mine de rien, 2 candidats. Vous voyez la dame qui est du bureau sortant, candidate du bureau sortant, Camara. mais également, on a Nyobo Paul qui également était du conseil d'administration sortant. Donc, il faut arriver à annihiler les chances et puis voilà, se donner plus de chances d'être élu. Dernière question, Et puis monsieur. faisons un peu attention aux commentaires en période électorale. C'est Oui. ça. Ça, c'est clair. Oui, En les période propos. électorale, des propos, on ne te dira jamais que le conseil d'administration sortant a bien travaillé. Même quand on sait, il faut toujours trouver la petite bête. Oui, pour Se faire justifier. passer, pour montrer qu'on a le meilleur profil, pour se retrouver encore dans la même chose tant que l'État ne contrôle pas. Dernière question, monsieur. Ces élections ne risquent-elles pas d'être contestées? On a l'impression que vraiment, après les élections politiques, c'est l'élection la plus complexe et peut-être qui sera contestée. C'est la raison pour laquelle il faut que les autorités y jettent un regard. Même l'élection passée, le président passé, quand il avait été battu, il avait eu du mal à passer les charges, il fallait qu'on lui mette la pression. Donc, c'est vraiment un panier à crabe, mais il faut que les autorités y jettent un regard. Donc, rassure-toi, contestation, le ciel ne nous tombera pas dessus. On est habitué au bruit de la MUGEFSI. Donc, Il y aura le bruit, ça va passer, ils se verront quelque part dans le noir, tout le monde va se mettre en rang et puis ça va continuer. On se voit la lumière. Oui, et puis si possible sous le projecteur des caméras. Voilà. Nous sommes habitués à ça, c'est pas, y a rien de... Donc ça ne changera pas grand-chose. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour vos éléments de réponse. On espère que ça a pu éclairer les lanternes de nos téléspectateurs et bien surtout des fonctionnaires ivoiriens. Merci aux équipes techniques, à la réalisation Sophie Brou. Excellent week-end à tous.